We zijn blij om hier vandaag ook in ons midden 3 eminente sprekers van bedrijven te hebben. In de eerste plaats Benjamin Germia van Retrival, als ik het goed uitspreek. Een inschakelbedrijf actief in dienstverlening in zaken milieu, afvalbeheer en grondstoffen. Daarna volgt een getuigenis van Damien Logge, de Louvroir, een maatwerkbedrijf met betrekking tot ambachtelijk inbinden, verzenden en behandeling van goederen, digitalisering en upcycling. En tenslotte mevrouw Zoe Teboul van Canel, die werkt voor een organisme voor socio-professionele inschakeling. Maar mevrouw Teboul is nog onderweg naar hier, dus wij hopen dat zij tijdig bij ons hier aanwezig kan zijn. Om te beginnen, heren, aan jullie het sprekersstoelte. Bonjour à toutes et à toutes. Goedemiddag, dames en heren. 4500 milliards de dollars. 4500 milliards de dollars. C'est le chiffre avancé par une étude d'Accenture qui est sortie récemment sur le potentiel de croissance de l'économie circulaire à l'horizon 2030. Mais dans l'économie sociale, il y a un autre chiffre qui nous intéresse encore plus. 6 millions d'emplois. C'est toujours le potentiel de création d'emplois de l'économie circulaire si les sociétés classiques adoptaient plus les pratiques de l'économie circulaire. Donc Benjamin Germia, société Retrival, je suis le directeur commercial, je vais vous présenter notre structure aujourd'hui. Avant de commencer, je dois juste remercier les organisateurs de cet événement de nous donner l'opportunité de présenter du concret, parce qu'on participe souvent à des séminaires, à des conférences, où il y a beaucoup de théorie, mais on ne voit pas souvent de la pratique et on a toujours les petits a priori sur l'économie sociale. Donc merci à eux. Merci aussi à la SAWB, qui est le facilitateur en économie sociale, pour tout le travail de promotion de ce que l'on fait de toutes les structures, ainsi que le travail de coordination. Donc Retrival, qui sommes-nous ? Nous sommes une société coopérative, donc à finalité sociale, active, comme vous l'aurez deviné par les petits mots d'introduction, dans l'économie circulaire notamment. Nous existons depuis plus de 25 ans, nous avons fêté nos 25 ans en septembre dernier, et aujourd'hui Retrival, c'est plus de 30 personnes qui y travaillent, 25 ouvriers, la proportion avec des ouvriers en insertion est de 4 à 6 ouvriers pour 24 ouvriers au total, et 7 à 8 personnes qui sont du personnel d'encadrement dont je fais partie. À la base, donc un petit historique sur Retrival. À la base, Retrival a vu le jour comme étant, à l'époque on n'employait pas le mot, mais c'était une spin-off vraiment de Cockerill-Sambre. Donc nous sommes une société d'insertion sur la région de Charleroi, bassin sidérurgique, s'il en est. Une fois que l'industrie a commencé à péricliter, il a fallu commencer à démanteler tout ça. Et vu la taille des bâtiments, je peux vous assurer qu'on y travaille toujours sur le même site, même si ça a changé de nom. Et donc, une fois que le démantèlement a commencé, l'idée a germé qu'on pourrait peut-être un petit peu trier les déchets plutôt que d'avoir le systématique conteneur tout venant. C'est facile, on a le conteneur, on lance tout par la fenêtre et après, advienne que pourra. Donc, à Cockerill-Sambre, une des personnes qui y travaillait, c'est un de nos directeurs que vous verrez après dans les vidéos, parce que je me suis dit qu'après la digestion, l'après-midi, des petites vidéos, ça fait toujours plaisir. Donc, vous le verrez, c'est Thibaut Jacquet, qui est un de nos 2 directeurs et le fondateur de Retrival. Donc c'est comme ça que l'idée est venue de dire trions peut-être un petit peu plus et mettons en place des systèmes de tri. Donc aujourd'hui nous sommes toujours actifs dans ce domaine d'activité. Nous proposons des solutions alternatives aux conteneurs tout venant à différentes structures, que ce soit des PME, des sociétés plutôt classiques de diverses tailles, ou le petit indépendant, le menuisier, la société de construction, la société de chauffage. Gain sur l'aspect environnemental évident, puisqu'on augmente le tri des déchets. On diminue même le tri des déchets puisque c'est en triant qu'on peut identifier les fractions de déchets les plus importantes et prendre des mesures correctrices pour les diminuer. Et gain économique parce que le conteneur tout venant c'est la catégorie de déchets la plus chère. À titre d'exemple, nous facturons à la tonne, l'inerte coûte 6 fois moins cher que le tout venant. Le bois coûte 10 fois moins cher que le tout venant. Donc quand vous voyez des conteneurs avec des palettes de bois dedans, l'entrepreneur pourrait peut-être un petit peu faire mieux. Et nous sommes là pour les conseiller. Donc notre objectif, quel est-il au niveau vraiment, je vais parler de l'emploi un petit peu plus tard de par la finalité sociale, mais c'est de proposer des solutions, mais aussi d'être innovant. Donc en plus de la gestion de déchets, depuis une petite dizaine d'années, nous sommes spécialisés dans ce qu'on a appelé la déconstruction sélective. Donc il y a la démolition pure et dure, des machines, et en général plus de machines que d'ouvriers. Nous, par la finalité sociale, ce qui nous intéresse, c'est l'inverse.
plus d'ouvriers que de machines. Nous ne faisons pas de démolition structurelle de bâtiments, mais de la démolition intérieure. Imaginez qu'ici, cette salle doit être complètement démolie et retour à la brique. Et nous allons retirer les luminaires, les faux plafonds, les dalles de sol, les parois, les vitres, tout pour être de retour à zéro. L'idée de la déconstruction, c'est de se dire, mais plutôt que de nouveau prendre le conteneur, alors mon deuxième étage ici, on peut-être pas me tout jeter par la fenêtre, mais de tout descendre et de tout mettre dans un conteneur, de nouveau, on peut peut-être trier. Et outre le fait de trier les déchets, on peut peut-être aussi mettre en filière de réemploi. Parce qu'il y a des gens qui cherchent à faire de la rénovation, que ce soit des professionnels ou des particuliers, en réduisant leur empreinte écologique sur la rénovation. Et donc utiliser des matériaux de réemploi qui sont toujours de qualité contribue à réduire l'impact environnemental des rénovations. Alors je ne vous ai pas menti, j'ai une première vidéo. Oui, normalement. Croisons les doigts. Si quelqu'un a encore faim. J'ai travaillé avec une coopérative à finalité sociale, agréée comme entreprise d'insertion, et nous travaillons dans les métiers de l'environnement. Donc aujourd'hui, c'est un peu moins de 40 personnes qui travaillent d'une part sur la collecte des déchets, d'autre part sur la déconstruction et la récupération des matériaux de réemploi. Ça représente un peu plus de 4000 tonnes collectées par an, et sur ces 4000 tonnes, environ 400 sont remis dans le circuit du réemploi. Ce dont nous sommes le plus fiers aujourd'hui, c'est de faire de l'inclusion sociale au travers des métiers d'environnement et d'œuvrer ainsi au réemploi et à la réduction de l'impact carbone des différentes activités. Donc le fonds Venture Philanthropy va nous aider en fait à renforcer l'activité ici au niveau de notre magasin physique, qui s'appuie sur une boutique digitale qui existe déjà aujourd'hui, pour nous permettre de développer notre modèle, de renforcer ce marketing sur ce nouveau métier, d'augmenter nos qualités de matériaux récupérés et revendus, et derrière également renforcer le nombre d'emplois liés à cette activité de déconstruction. Ce qui m'a donné envie de travailler ici, c'est que j'avais déjà des bases un peu dans tout. C'est une passion pour moi et pour ma famille en fait. Donc avec ça, je peux me permettre certaines choses que je ne pourrais pas avant. Je vais encore vous faire lever après, comme j'en ai plusieurs. Super. Donc voilà, ici c'était la petite vidéo du fonds Venture Philanthropy, donc soutenu par la Fondation Rebaudouin d'une part et BNP Paribas Fortis de l'autre. Nous avions été élus coup de cœur l'année dernière par nos activités de déconstruction sélective et de réemploi. Et donc c'était la vidéo la mieux faite. On n'a pas d'action dedans, je tiens à préciser. Qu'est-ce qu'une entreprise d'insertion? Donc vous avez vu ce matin les sociétés d'économie sociale. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'on m'a dit que vous avez déjà vu les 4 principaux, on va dire, de l'économie sociale. Une entreprise d'insertion, en gros, pour ne pas rentrer dans trop de détails qui sont plus administratifs qu'autre chose, vous avez 3 structures vraiment, la SA, la SCRL et le groupement d'intérêt économique. Nous sommes une SCRL. Ces entreprises doivent être productrices de biens et de services, tout en poursuivant parallèlement un but social précis d'insertion durable et de qualité de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés. Une chose que je tenais à préciser, c'est au niveau des subsides, parce qu'on nous demande souvent, on dit « Ah, mais vous tenez le coup grâce aux subsides quand même », parce qu'avec la crise ici les 2 dernières années, ça n'a pas dû être facile. Effectivement, ça n'a pas été simple, mais aujourd'hui, les subsides ne représentent que, même si ça reste quand même important, moins de 10% de notre chiffre d'affaires. Donc, Retrival, après 25 ans, a quand même su développer des activités pérennes et innovantes, suffisamment que pour pouvoir générer un chiffre d'affaires qui nous permet de tenir sans les subsides, de survivre à la crise que l'on a connue, et encore mieux, vous le verrez après, depuis 2020, nous avons réussi à engager carrément en CDD ou en CDI 4 employés, ce dont on est quand même assez fiers. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, d'ailleurs. J'ai une petite vidéo, mais où je vais rester sur la moitié, vraiment. Elle a été faite en France, alors on va juste faire la moitié. Qu'est-ce qu'une entreprise d'insertion ? Une entreprise d'insertion est un organisme qui propose un accès à l'emploi ainsi qu'un accompagnement socio-professionnel pour des personnes éloignées de l'emploi. Quelles sont les missions de l'entreprise d'insertion ? L'entreprise d'insertion a une mission d'insertion sociale. Elle favorise l'insertion par l'emploi avec une activité qui produit des biens et des services
met en place divers modes d'organisation sur la base de la participation des travailleurs, permet un accompagnement, valorise les connaissances en proposant une formation continue. Quelle est la forme juridique d'une entreprise d'insertion? L'entreprise d'insertion n'a pas de forme juridique imposée, elle peut avoir le statut d'association, de SARL, etc. Pour être reconnue comme entreprise d'insertion, l'entreprise doit avoir signé une convention avec l'État. Qui est éligible à l'insertion? Créer quelque chose et d'apporter une plus-value à la collectivité tout en favorisant l'emploi local. Donc nous aidons des personnes qui ont été éloignées de l'emploi. Je dois vous avouer que ça fait 2 ans et demi que je travaille chez Retrival. Je viens de sociétés plus classiques, si classique existe encore. Et il est vrai que j'avais moi aussi un petit a priori en arrivant en disant « Oh là, une entreprise d'insertion, c'est quoi les gens qui sont en insertion? On va tomber sur des gens un peu bizarres. » Alors il y en a, mais la proportion est quand même très très faible. Et ce sont des gens effectivement qui ont des parcours de vie un peu compliqués et qui font qu'ils se sont retrouvés en donné sans rien et qui se retrouvent en insertion. Steve, que vous avez vu tout à l'heure sur la petite vidéo, est un de nos meilleurs ouvriers. Il était en insertion, il a été converti en CDD et ensuite en CDI. Il sait faire de la soudure et donc il sait faire notamment un tas de démontage. Il nous est très utile. Et des exemples comme ça, on en a énormément. Donc, le message que je veux faire passer, c'est que j'ai entendu beaucoup, depuis que je suis arrivé, les ETA. Et les ETA ont toute leur importance, tout comme les EFT, donc les entreprises de formation par le travail, les entreprises de travail adapté et les entreprises d'insertion. J'insiste, je me dois d'insister sur le fait que nous sommes une entreprise d'insertion et pas de réinsertion. Pourquoi j'insiste sur ce fait-là? Parce qu'un ouvrier m'a récemment alpagué en me disant « Faut arrêter de dire qu'on fait de l'insertion parce qu'à force on me demande pourquoi j'ai fait de la prison ». Effectivement, il n'a jamais fait de prison. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a une conduite exemplaire et qu'il n'a jamais eu de PV, mais il n'a jamais fait de prison. Donc, tout ça pour dire qu'il y a cette différence entre l'insertion et la réinsertion qui a toute sa place également. Nous faisons un accompagnement social au maximum des capacités, turnover excessivement faible. En 2 ans et demi, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons engagé 4 personnes et il y en a une seule que nous avons dû laisser partir. Et croyez-moi bien que c'était pas faute d'avoir essayé de mettre des mesures correctrices. Tout simplement, ça marche pas. C'est comme dans toute structure. Une autre question que l'on me pose assez régulièrement par rapport à l'insertion, les gens qui arrivent chez nous, comment ça se passe? Donc nous, on travaille avec des CPS de la région qui nous proposent des candidats. Ces candidats viennent passer un entretien d'embauche assez classique avec le chef d'exploitation chez nous qui est le chef d'équipe et la personne du CPS qui est un petit peu leur tuteur, on va dire. Si ça se passe bien, ils sont engagés, donc ils font leur stage chez nous, mais si en donné en cours de stage ça ne se passe pas bien, on a plusieurs réunions, on essaye, c'est pas que du jour au lendemain, on dit non, toi ça va pas, tu rentres chez toi, c'est terminé. On les accompagne, donc il y a vraiment un suivi. Le meilleur exemple, c'est un ouvrier chez nous qui s'appelle Anas, donc je suis assez fier, parce que quand je l'ai vu au début, on voyait que Anas, il était un petit peu perdu, parce qu'il fallait respecter des horaires, il faut respecter des consignes, il faut respecter la hiérarchie. Alors moi aussi j'ai un petit peu de mal des fois avec ça, je crois qu'on l'a tous. Mais c'est arrivé au point qu'on a fait une réunion en disant écoute, soit tu changes, soit vraiment c'est pas bon, il va falloir qu'on s'arrête. Et si ça s'arrête, je ne sais pas ce qui va se passer pour toi, c'est vraiment pas ce que tu veux. Et à partir de ce jour-là, Anas, il a eu le déclic. On l'a engagé en CDD et j'espère pouvoir le garder en CDI. Il a fait un chantier de 4 mois où le client m'a dit si tu l'engages pas, je l'engage tout de suite. Parce que j'ai jamais vu un ouvrier comme ça. J'étais dans le bureau des directeurs quand il a signé son CDD. J'étais quand même content, d'autant plus que c'est moi qui avais eu le chantier de 4 mois. Mais ça fait plaisir. C'est outre le chiffre et toujours la course au profit pour avoir des dividendes ou pour construire une deuxième usine ou que sais-je, qui a sa place aussi. Mais ici, les entreprises sociales proposent un modèle alternatif où le but, c'est vraiment de remettre des gens sur le marché du travail qui puissent retrouver une vie normale, s'épanouir dans leur travail et les accompagner au maximum. Donc on a parlé déjà des nouveaux métiers des constructeurs. Je suis attentif au temps, parce qu'on m'a dit tu peux déborder un peu, et quand on dit à un commercial tu peux déborder un peu, je préfère mettre un petit chronomètre. Et donc le parcours rêvé au sein de Retrival, j'ai déjà cité Anas, donc contrat article 60, qui est converti en CDD, et on espère pouvoir le convertir en CDI. Alors 2 autres petites vidéos. La première, c'est pour mettre en avant justement, récemment Circular Wallonia nous a sollicité pour faire une campagne de publicité et mettre en avant toutes les activités d'économie circulaire. Et la deuxième, c'est un petit récapitulatif de quelques événements marquants. La raison pour laquelle je voulais mettre ça en avant, et après je vais passer vraiment sur l'économie sociale et arrêter de parler trop de uniquement Retrival, mais c'était pour montrer que effectivement l'économie sociale, il y a des petites structures où c'est 2-3 personnes, mais il y a aussi des structures qui ont développé des connaissances, qui ont développé une expérience, une expertise et qui font ça tout le temps.
À côté de nous, il y a aussi des gens qui font de la construction, des sociétés de construction, qui sont d'économie sociale, qui font des maisons, qui font des chapes, qui font de la menuiserie, qui font du carrelage, qui font ça tout le temps et aussi bien que quiconque. On va se perdre dans les vidéos. J'en ai mis trop. Pas de souci. Petite pause, si quelqu'un doit sortir 2 minutes, profitez-en. On est un peu plus loin, et c'est l'avant-dernier. Ah non, ici, circularité. Ah, ce serait une image en fait. Non, pas du tout. Aussi, on peut le retrouver souvent. Je m'appelle Thibaut Jacquet, je suis un des directeurs de Retrival et on va parler d'économie circulaire. Retrival, comme le nom le dit, c'est recyclage, tri et valorisation. On fait de la collecte pour les entreprises, on fait également de la collecte pour tout ce qui est déchets électriques et électroniques pour Récupel. Et la deuxième grosse activité, c'est tout ce qui est désencombrement et récupération de matériaux de construction et les remettre dans les filières de réemploi. L'économie circulaire, pour nous, ça a vraiment plein de sens. D'abord parce que chez nous, c'est porteur de valeur au niveau de la création de l'emploi et des nouveaux métiers. Mais c'est surtout pour nous la manière de conserver toute une série de matériaux et de matières qui sont réintroduits dans la boucle et qui permettent ainsi d'éviter, de la consommation de ressources et de l'émission de CO2 par le transport, par la fabrication ou autre. Pour nous, c'est vraiment une philosophie. On attaque directement le chantier en pensant réemploi, en évitant et en repoussant le plus loin possible le fait d'éliminer quelque chose qui finalement devient un déchet. Donc on essaie vraiment de le garder le plus près possible sous son statut de produit et donc essayer vraiment de le remettre dans la boucle du réemploi autant que possible. On travaille depuis 25 ans et c'est vrai qu'on brasse énormément de déchets sur l'ensemble de nos chantiers. Et en fait, on a fait un premier chantier sur Louvain-la-Neuve où on s'est rendu compte qu'il y avait une possibilité de récupérer toute une série de matériaux et de les réintroduire dans le marché. Et donc, de fil en aiguille, on a pensé nos chantiers différemment pour vraiment axer nos activités sur une démarche circulaire. Les avantages écologiques, évidemment, ils sont directs puisqu'on est sur un évitement de déchets. D'abord, ce sont des déchets qui ne partiront pas à la benne, mais c'est aussi un gain en termes de ressources consommées et en termes d'évitement de CO2 produit. Les avantages économiques, d'abord, c'est de permettre d'avoir accès à des matériaux de réemploi moins chers, soit pour les entreprises, soit pour les particuliers, puisqu'on a des prix de revente qui sont grosso modo au tiers du prix du neuf. Et par ailleurs, sur nos remises de prix, d'avoir un poste sur la valorisation des matériaux qui permet d'adoucir l'ensemble du coût de nos prestations. L'avantage social, c'est de mettre à l'emploi des personnes qui sont peu qualifiées dans ces métiers de déconstruction, mais c'est également de créer des nouvelles filières. Vu la demande actuelle sur les chantiers de déconstruction de plus en plus croissante, Retrival met à l'emploi plus de personnes chaque année. Les perspectives au niveau de Retrival dans ces activités circulaires sont vraiment très positives puisqu'en fait on est consulté souvent et cette réflexion sur la circularité sur les chantiers au niveau de la Wallonie et au niveau de Bruxelles sont de plus en plus poussées par différents moyens. D'abord par une prise de conscience quand même de plus en plus régulière de certains donneurs d'ordre ou de certains clients, mais également par toute une série d'incitants qui sont proposés par la région wallonne pour aider dans des démarches circulaires sur les chantiers de construction. L'économie circulaire, c'est vraiment top. Engagez-vous. Pas de souci. Ça, après, je vous laisse tranquille.
presque dans les temps. Plus qu'une. Ça devrait être ça. Voilà, non, magnifique. C'est bon, ça passe. Donc le dernier slide avant de céder la parole au prochain. Donc les marchés de public comme levier de développement. Nous avons déjà remporté quelques marchés publics. Nous sommes notamment le prestataire pour le service public de Wallonie pour tout ce qui est les évacuations d'archives sur tous les sites pour une période de 2 ans. Nous travaillons avec la ville de Charleroi également pour l'évacuation des dépôts clandestins, les désencombrements de bâtiments. Et des exemples comme ça, il y en a pas mal. Donc vous avez vu qu'il y a plusieurs sociétés d'économie sociale qui ont quand même les épaules pour soutenir certains types de marchés. C'est sûr que les marchés publics sont extrêmement importants pour nous parce que ce sont généralement des marchés d'une certaine durée ou d'une certaine ampleur qui peuvent garantir un chiffre d'affaires et donc de l'emploi, pérenniser l'emploi pour nos ouvriers. Donc ça aide à la création et stabilisation d'emplois évidemment. Et on a parlé, j'en ai tout à l'heure parlé de clauses sociales, il y a aussi de plus en plus de clauses de réemploi. On n'insistera jamais assez sur l'importance de ces clauses sociales, mais aussi le travail, je mets de nouveau en avant la SAWB, le travail de sensibilisation par rapport à ça. Pourquoi ? Parce qu'il faut se rendre compte du coût aussi pratiqué par d'autres sociétés. Nous travaillons avec de l'emploi local. Quand vous regardez sur un chantier de construction, les plaques d'immatriculation, je n'en dirai pas plus, alors il en faut pour tout le monde, mais on a du mal à rivaliser et nous sommes nous-mêmes parfois démarchés par des sociétés qui nous disent « Ah, si vous souhaitez de la main-d'œuvre, on peut travailler 20 € de l'heure et si ça se passe bien, ben, on peut encore réduire. » C'est moins que nos coûts. Donc on a un petit peu de mal avec ça et c'est toujours un peu frustrant de voir des chantiers qui vont durer 3, 4, 5, 6 mois, qui sont dans un rayon de 5 km de chez nous et que l'on n'a pas parce qu'on était peut-être 1, 2% trop cher. Mais ensuite, l'écho qu'on a, c'est que c'est compliqué de communiquer avec l'équipe qui a obtenu le chantier ou au niveau du tri de déchets, ben, on ne connaît pas, ou les normes de sécurité ne sont pas ce qu'elles étaient censées être. Ou alors, on nous rappelle en nous disant, ben, au final, oui, c'est vrai qu'ils étaient moins chers, mais en fait, ils ne sont pas en ordre de loi sociale. Vous savez, venir nous dépanner et travailler pendant 2 mois ? Oui, ça va vous coûter plus cher, mais oui. Et donc, dans les marchés publics, les clauses sociales ont toute leur importance pour justement sensibiliser. Quand je disais le travail de sensibilisation sur ce que l'on fait, c'est parce qu'encore trop souvent, dans les marchés, on tombe sur certains conducteurs chantiers qui n'ont pas fait attention et qui, en cours de chantier, disent « Oh, j'ai des clauses sociales, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous auriez quelqu'un pour ramasser un peu de déchets et me faire un peu de peinture ?» Alors oui, il y a des structures qui sont adaptées pour ça, mais c'est pas que ça. L'économie sociale, c'est beaucoup plus que ça. Il y a une vraie valeur ajoutée à travailler avec nous. Et donc les plus-values, ben là j'ai déjà dit en fait, sans même le vouloir, contribuer à l'emploi, au dynamisme local. Les prix sont assez compétitifs parce que même si effectivement d'autres proposent encore des prix défiant toute concurrence, mais c'est comme partout, on a ce pourquoi on paye. Mais nous, avec l'insertion, on peut proposer des tarifs assez intéressants, d'autant plus par les activités de réemploi. La mise en réemploi permet de faire baisser la facture, outre, comme j'ai déjà dit, l'impact environnemental. Participation à un modèle économique alternatif, comme je disais, chez nous, le profit, c'est le social, c'est l'emploi, c'est pas la valeur monétaire, même si elle reste évidemment importante. Et nous sommes dans un secteur qui travaille en réseau plutôt qu'en concurrence, de nouveau grâce à la SAWW notamment. Je citerai un chantier que nous avons fait ici récemment, parce que nous sommes des fois limités selon la manière dont sont divisés les lots de démolition. Des fois, on nous demande de refaire des choses derrière. Donc, un exemple récent, on devait tout démonter, mais refaire aussi la chape. On ne fait pas ça, c'est pas notre métier. Mais via l'économie sociale, j'ai pris contact avec un collègue qui a fait des chapes toute la journée. Et donc, on a mis pris en commun, nous on a fait notre partie, il a fait la sienne. Depuis, le client était tellement satisfait qu'il a refait des chapes sur plusieurs magasins, c'était dans un centre commercial. Et donc, ça permet de mettre en avant d'autres structures et on a un vrai travail de collaboration. Voilà, je vous remercie. J'espère que la personne suivante est arrivée ou je vais encore parler. Oui, c'est bon ? Ça va, magnifique. Merci pour votre attention, excellent après-midi. Merci Benjamin pour l'introduction élaborée. Donc, notre prochain témoignage, c'est Damien Logge de l'Ouvroir. C'est comme ça. Voilà.
Bonjour. Bonjour tout le monde, dag iedereen. Bedankt om mij de gelegenheid te geven om hier ons verhaal te vertellen. Donc je vais vous présenter... Ah oui, voilà, j'ai l'écran en face de moi. Vous présenter Louvroir. Donc Louvroir est une entreprise de travail adapté. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'économie sociale en général. Et vous aurez donc compris que l'économie sociale propose plusieurs services à différents publics cibles. Et donc dans le cadre de l'économie sociale, nous on est plutôt orienté au profit des personnes en situation de handicap. Ben voilà, petite présentation. Donc ça, c'est quelques-uns de nos collègues qui travaillent avec nous. Donc le public cible, donc c'est des personnes qui sont en situation de handicap. On va avoir donc des personnes qui soit ont eu un parcours scolaire dans l'enseignement spécial. Donc dès le plus jeune âge, on s'est rendu compte que ils avaient des difficultés pour calculer, lire, écrire, avoir une certaine autonomie dans le cadre de leurs études. Et donc on les a orientés vers un enseignement spécial. On a aussi des personnes qui sont reconnus comme en situation de maladie mentale. Maladie mentale, c'est des personnes qui n'ont pas le parcours scolaire spécialisé, mais qui, voilà, au travers d'expériences, ont eu des difficultés et doivent parfois faire recours à la médication pour retrouver une stabilité émotive ou psychologique. Et puis on va avoir tous les autres types de handicaps sensoriels, comme les personnes sourdes, aveugles, à mobilité réduite. Donc nos structures proposent vraiment une solution de pouvoir mettre en valeur ses compétences, de pouvoir trouver une place dans la société malgré les difficultés qu'on rencontre. Et donc on va surtout dire que avant on allait dire la personne handicapée ou le handicapé, et on s'est vite rendu compte au fait que c'est la société qui ne laisse pas de place à ces personnes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va plutôt utiliser le vocable personne en situation de handicap, parce que c'est la situation dans laquelle il est aujourd'hui qui le met en handicap, et ce n'est pas lui personnellement qui apporte la problématique. Alors voilà, donc entreprise de travail adapté, Louvroir, donc c'est une entreprise qui existe depuis 1927, donc on fait partie des toutes premières entreprises de travail adapté. On est situé à 1000 Bruxelles, il y a plus ou moins 40 personnes au travail tous les jours, 10 personnes d'accompagnement et 30 personnes du public cible. Alors les personnes qui travaillent chez nous, c'est vraiment les personnes qui vont faire une carrière dans notre ASBL, vont commencer voilà, à l'âge qu'ils commencent, tantôt à la sortie de l'école, par le stage d'école chez nous à l'atelier, et puis après ça, il y a un contrat qui est proposé, ou alors des personnes qui cherchent un emploi et trouvent leur bonheur chez nous. Donc, on propose des produits, des services économiques, donc contre contrat, contre argent. On fait des prestations, on vend des produits. Qu'est-ce qu'on a chez nous, par exemple, on va retrouver le mailing, conditionnement postal, mise sous enveloppe, collage d'étiquettes, donc tout ce qui est envoi de courrier, la digitalisation, donc préparer les documents pour pouvoir les scanner, enlever les agrafes, coller les étiquettes sur des grandes feuilles, standardiser les supports pour pouvoir les traiter en machine. Alors il va y avoir la manutention, assemblée, il y a la couture et il y a aussi de la reliure. La reliure artisanale, c'est un des seuls métiers qu'on va encore voir aujourd'hui chez nous et qui était déjà présent en 1927. Donc tout ça pour expliquer que notre structure, elle a un certain âge, mais avec cette mission qui est là depuis le début de proposer un emploi à des personnes en situation de handicap. Mais l'économie change, les besoins changent, et donc nous aussi on doit se réinventer, on doit trouver d'autres opportunités de marché, trouver d'autres métiers, mais tout en gardant les personnes qui sont chez nous au travail. L'idée c'est pas de remplacer demain, on a besoin de ces profils-là, on change l'équipe. Non, 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 c'est vraiment essayer de mettre en valeur les compétences des travailleurs, ce qui est acquis, le capital compétences acquis au profit de métiers de l'avenir, métiers de demain. Et vous verrez un peu plus tard quel move on a pu faire. Donc voilà, la mission de l'entreprise, c'est bien de proposer un emploi à des personnes en situation de handicap. Pour atteindre cet objectif, on propose différents services. Alors ici, petit point, donc le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est comment avoir un impact lors de vos achats qui peuvent être alors plus durables que ce qu'ils sont pour l'instant. En tout cas, c'est le postulat de base, c'est qu'on peut faire mieux.
Et donc, oui, le contexte, c'est quoi? Il y a le contexte social. On est bien d'accord qu'il y a des personnes qui sont défavorisées par rapport à leur chance d'être épanouis, heureux, d'avoir une place et des chances dans la vie. Il y a des inégalités sociales en termes de revenus, les très riches, les très pauvres. Il y a beaucoup de travail qui sont aussi délocalisés. Donc, il y a de moins en moins de choses qui se font, qui se fabriquent dans nos pays. On va beaucoup externaliser. Et donc, pour les profils comme ceux qu'on engage chez nous, il y a de moins en moins d'opportunités, de travaux accessibles. Donc ça, c'est un petit peu le contexte social. Ce contexte économique, oui, toujours plus de productivité, toujours plus de rendement, de revenus. Je pense qu'on arrive tout doucement à un point de rupture. Et puis le contexte environnemental, oui, grosse exploitation des ressources naturelles, l'appauvrissement de notre planète Terre, la pollution, donc on ne fait pas attention à ce que vont devenir les choses qu'on fait, qu'on transforme, ou en tout cas pas assez, et ça a un impact sur notre environnement. Donc l'idée, le constat, c'est il faut intégrer le changement. On est tous ici présents, une génération qui devons œuvrer au changement, à l'alternative, au renouveau, à d'autres manières de faire. Et heureusement, on a beaucoup de chance parce qu'il y a des structures qui sont là pour nous accompagner, pour nous aider à relever ce défi, et entre autres les entreprises d'économie sociale. Donc avant, l'idée c'est quoi? C'est qu'on avait un modèle économique plutôt linéaire, où on va aller prendre des ressources, on va fabriquer quelque chose, et puis ça va devenir une poubelle. Et puis, on se rend compte que la nature, elle fonctionne pas comme ça. La nature, elle va produire des choses et ces choses vont tomber par terre, ça va devenir du compost et puis ça va être réutilisé par la nature. Faisons ça également. Donc, l'économie circulaire. L'ouvroir, aujourd'hui, vous le voyez sur l'image, on était sur des métiers artisanaux, la reliure artisanale, tout à la main. Et aujourd'hui, on fait de la découpe laser, par exemple, avec des machines avec une certaine technologie. Quelque part, vous, acheteurs publics, c'est aussi un petit peu le défi qui vous est présenté aujourd'hui. C'est vous avez fait d'une certaine manière avant, mais aujourd'hui, il va falloir se remonter les manches et faire autrement demain. Sinon, on passera pas la barre. Donc, on a tous une responsabilité. Donc voilà. Alors, comment est-ce que vous, acheteurs publics, pouvez être ce levier, pouvez être ce changement? Je vais vous parler de ce qui nous est arrivé il y a de ça 5 ans. On était dans des métiers, on va dire, historiques, qui perdaient de la vitesse, où il n'y avait plus vraiment d'opportunités de travail. Donc, le métier et le travail de nos collaborateurs étaient en péril. La ville de Bruxelles a fait un appel à candidature. Je vous explique là une histoire pour pouvoir peut-être vous projeter de comment faire vous demain pour intégrer ce changement, faire naître des opportunités. Donc la ville de Bruxelles, l'échevin Commande Bracken avait une grande bâche qui recouvrait une façade à la Grand Place, et il s'est dit c'est fort dommage de bazarder ça à l'incinérateur. Il y a des beaux graphismes, c'est la plus belle façade du monde, on peut peut-être en faire quelque chose, et il savait pas trop quoi, vu que c'est pas son métier. Et donc il s'est dit tiens, pourquoi pas faire un appel à projet, un appel à candidature, qui est intéressé d'utiliser une bâche qui a servi à recouvrir le chantier pour en faire quelque chose. Proposez-nous des alternatives, proposez-nous des idées. Et donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont répondu, designers, des écoles d'art. Nous avons répondu également. Et l'idée, c'était donc de notre côté de fabriquer des sacs, des cabas de course avec les bâches de la Grand Place. Ces gabas, on a eu l'occasion de récupérer la bâche. Ça nous a apporté plusieurs choses. La première, c'est que donc grâce à cet appel à projet de la commune, on a découvert un nouveau métier, le métier de couturier qu'on avait fait à l'époque, mais qu'on a pu et qu'on a dû réintégrer dans notre atelier ici récemment. Ensuite, ça nous a mis en relation avec le monde de la création, du design. On a pu, grâce à ça, collaborer avec des designers pour le dessin des modèles, etc. Et on en rencontre de plus en plus. Ce sont devenus nos nouveaux clients, les créateurs, les designers. Ensuite, ça a eu l'occasion de nous mettre sur le devant de la scène lors d'une vente aux enchères. Donc, il y avait 500 sacs qui avaient été fabriqués, 400 étaient vendus dans la semaine, et les 100 derniers, on les a gardés pour une vente aux enchères qu'on a eu l'occasion de faire à l'hôtel de ville. Sur base de tout ça, il y a eu aussi la visibilité médiatique. Il y a la presse qui est venue nous rendre visite, etc. Donc, ça a fait parler du projet, ça a fait parler du public duquel on s'occupe. Donc voilà, ça a eu un réel impact à notre étage. Et puis, ça a aussi donné lieu à une convention où la ville de Bruxelles s'est dit, c'est passé par
comment dire, le collège et conseil. C'était très lourd comme mise en place. Est-ce qu'on ne ferait pas une convention avec le secteur des ETA, via la fédération, et un secteur de créateurs, le MAD Brussels? Est-ce qu'on ne ferait pas une convention pour leur distribuer les bâches de tous les autres chantiers de la ville? Et donc l'idée, c'était d'un petit peu intégrer dans le travail journalier de l'administration une méthode pour pouvoir attribuer, affecter les déchets à certains prestataires avec des projets derrière. Donc ça, c'était un impact. Ensuite, vous allez me dire, bah oui, mais comment est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'acheteurs publics? On me demande de changer le monde en dépensant mieux les euros publics. Mais en plus, il faut un cahier des charges. Il y a quand même pas mal de contextes juridiques derrière tout ça qui bloquent le changement. Donc, il y a des freins à soulever. Ici, un autre projet qu'on a eu l'occasion de développer avec la ville de Bruxelles, c'est le projet du Wolke. Et je vais vous expliquer comment ça s'est fait. Et c'est peut-être une méthode de travail intéressante. Donc, tout d'abord, c'est une mesure publique. La commune voulait interdire à terme les chaufferettes de terrasse, mais ils se disent, voilà, si on veut interdire certaines choses, ce serait bien de proposer déjà une alternative. Et donc, ils ont dit, bon, on va faire fabriquer des couvertures qui vont permettre aux restaurateurs de proposer autre chose que la chaufferette. Mais ils se sont dit, bon, voilà, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont d'abord fait un premier marché public en recherche et développement. Recherche et développement d'une nouvelle solution. On veut supprimer les terrasses de café et on veut une alternative. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce qu'on peut mettre en place, c'est pas notre métier d'inventer les objets, etc. Par contre, on peut faire un marché public pour dessiner et faire une liste d'alternatives. Donc là, ils ont sollicité des designers, des écoles de création, etc. Et donc là, il y a eu la Cambre qui a remporté le marché public de recherche et développement pour une alternative aux chaufferettes. Et la Cambre est arrivée avec plusieurs solutions qui ont été retenues par la ville de Bruxelles. Ensuite, en deuxième étape, il y a eu un marché public pour la production. Et ce marché public pour la production respectait donc les contraintes techniques qui avaient été listées par la Cambre. Et donc, la centrale d'achat avait, quelque part, grâce au marché public de recherche et développement, ils avaient déjà leur cahier des charges à proposer à des fournisseurs qui pouvaient mettre en concurrence, qui pouvaient faire jouer dans les règles de l'art du marché public. Et donc là, on a pu participer au marché public et voilà, on a eu l'occasion de remporter le marché. Donc, avant de vous passer une petite vidéo qui clôturera mon intervention, donc moi, mon opinion, si on veut être en mesure d'intégrer le changement demain grâce au marché public, aux achats publics, peut-être première étape, c'est essayer au sein de vos départements, au sein de vos services, d'identifier les marchés, les dépenses qui sont déjà là, mais pour lesquels il existe peut-être des alternatives, acheter autrement, différemment. Essayer de faire une liste de tout ce qui est, toutes les choses qu'on peut assez rapidement remplacer, comme le zéro déchet, ou le catering durable, ou avec un impact environnemental réduit, si on part sur des produits bio, locaux, etc. Ensuite, bien programmer à l'avance. Comme on est sur des produits, des services qui n'existent pas tout fait, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir, c'est pas des choses qui sont très connues du grand public. On doit inventer les solutions de demain, elles n'existent pas comme ça. Donc on doit laisser le temps aussi de pouvoir mettre tous les acteurs ensemble, de pouvoir trouver des solutions, les inventer, les construire. Donc prenez du temps pour ça, programmez ça sur plusieurs années. Ensuite, on peut toujours solliciter des supports externes pour venir enrichir le dossier avec des alternatives, comme par exemple les fédérations, les agences conseils comme les SAWB ou d'autres, EcoConso, etc., qui peuvent mettre en réseau, qui peuvent proposer des listes de prestataires. Ensuite, oui, la partie cahier des charges, recherche et développement d'une solution alternative. Premier cahier des charges, premier marché public, avec des budgets de recherche et développement. Et ensuite, grâce à cette première solution, rédiger le cahier des charges de production et partir alors sur un achat alternatif.
Un tout grand merci. Et puis là, je vous passe une petite vidéo qui va présenter tout d'abord une collaboration qu'on a fait avec la STIB et les oblitérateurs que vous connaissez tous, Orange, du réseau STIB. Et l'autre petite vidéo, c'est justement en lien avec le sac couverture, le Wolke pour la ville de Bruxelles. Il porte un drôle de sobriquet, le Wolke, un sac que l'on ouvre, déplie et qui contient une couverture, histoire de ne pas prendre froid quand on prend un verre en terrasse. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Un objet imaginé à la Cambre et fabriqué ici à Louvroir, une entreprise de travail adaptée. Et Benoît fait partie de l'équipe. Pour moi, la première chose, c'est zéro déchet, premièrement. Deuxième chose, c'est bien parce que ça nous apporte du travail aussi, c'est notre savoir-faire, et en plus, c'est de la récupération, mais enfin, ça nous met en avant, quoi, surtout ça. Un produit 100% récup. Les couvertures sont le fruit de la récolte des petits riens et d'autres opérateurs d'économie sociale. La STIB a également fourni des polaires. Le sac, lui, est fait d'anciens vêtements de travail de la ville de Bruxelles. Ook vervoersmaatschappij MIVB wil bijdragen aan de circulaire economie. Ze vroeg aan Louvroir om haar oude ontwaardingstoestellen een nieuw leven te geven. Donc ce sont les machines qui permettaient de valider les tickets, qui étaient des produits qui étaient devenus obsolètes parce que remplacés par une nouvelle technologie. Et avec Louvroir et un designer, en fait, nous avons transformé ces anciens oblitérateurs en une boîte à clés, en fait. Une boîte à clés très design. C'est vraiment presque l'artisan dans un monde industriel. Et donc toute la qualité dans les oblitérateurs au niveau des charnières, au niveau de la finition, des plaques de bois, on voit vraiment que c'est une entreprise qui a un souci et qui est très fière de son travail. Et donc on est très content. Merci beaucoup à tout le monde et encore une bonne après-midi. Merci beaucoup pour ce témoignage très concret. On voit vraiment de manière concrète ce qui se passe. Et donc maintenant, je vais accueillir notre troisième témoin, Zoé Teboul de la SBL Canel, qui est un organisme d'insertion professionnelle. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, excusez-moi pour la qualité un peu succincte de ma présentation, mais j'ai remplacé une collègue du secteur qui est malade, et donc j'ai appris hier que je serais parmi vous aujourd'hui. Donc voilà, je vais faire le gros de la présentation à l'oral et en tout cas approfondir la question des marchés publics avec vous sans support. Alors, Canel. Canel, c'est une ASBL qui est en ESMI. L'ESMI, c'est quoi? C'est l'économie sociale mandatée en insertion. Je vais expliquer notre modèle de manière plus approfondie et pouvoir un peu rebondir avec mes collègues précédents sur les différences de nos modèles. Voilà, nous, on est une initiative d'économie sociale dont l'objectif, la raison sociale est l'insertion de publics éloignés de l'emploi depuis un certain temps, et ce pour des raisons très différentes. Nous recevons des hommes, des femmes de toutes les nationalités, de 18 à pas de limite d'âge, et ce pour des raisons différentes. Nous avons parfois des primo-arrivants qui maîtrisent très mal la langue et qui ne vont pas pouvoir s'insérer sur le marché de l'emploi classique dans un premier temps. Nous avons des gens qui ont été déscolarisés très tôt, sans formation, et qui ne trouvent pas d'emploi. Nous avons des gens qui ont eu des accidents de vie qui les ont éloignés pendant très longtemps du marché du travail. Nous avons des jeunes également sans formation. Enfin voilà, on a un public très hétéroclite. Et à la différence de mon collègue de Louvroir, c'est un public qui n'a pas vocation à rester parmi nous, mais qui va se former selon l'âge du travailleur 1 à 2 ans.
avec nous par la pratique professionnelle et qui va par la suite aller chercher un emploi sur le marché de l'emploi classique. Voilà. Donc c'est un peu la première différence avec les modèles précédents. Je continue. Donc, la forme juridique de la SBL, pour être plus précis, on est en ASBL, mais on fonctionne vraiment comme une entreprise. C'est-à-dire qu'on doit générer une partie de nos revenus, en tout cas, pour pouvoir pérenniser notre modèle. Et on a deux, je dirais, certifications publiques qui viennent un peu valider le modèle et le définir en tout cas. C'est d'une part, on a un agrément de la région en économie sociale en tant qu'ESD, entreprise sociale et démocrate, ce qui implique pour nous de mettre en œuvre un projet économique. Je ne vais pas détailler, je crois que c'est assez parlant en soi. D'avoir une finalité sociale qui soit inscrite dans les statuts, qui implique également des distributions l'absence de distribution de bénéfices tout simplement, et une tension salariale modérée. Ce qui définit également une ESD, c'est une gouvernance démocratique, c'est-à-dire que les travailleurs, même si ils n'ont pas vocation à rester parmi nous, vont être impliqués dans certaines décisions stratégiques de la structure, et voilà. Je ne vais pas redéfinir non plus l'objectif de la gouvernance démocratique. Au-delà de ça, comme on remplit une mission d'intérêt économique général, on a un financement de la région qui vient nous aider à payer principalement les salaires des personnes qui encadrent nos publics. On est financé pour l'insertion de 18 travailleurs et j'ai un peu gardé le suspect, mais nous sommes dans l'ORECA. Et donc, c'est des gens qui vont se former principalement sur les métiers de commis de cuisine, commis de salle, chauffeur, livreur, plongeur. On a également une employée administrative et commerciale. Et donc, on est actif dans ce secteur depuis 2001. Donc, on a quand même quelques années d'existence. Je vais continuer sans support. Que vous dire par rapport à Canel, comme également pour faire écho un peu à ce qui a été dit précédemment, on est aussi une entreprise évidemment qui réfléchit aux débouchés de ces travailleurs en insertion. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'ORECA a connu une petite traversée du désert avec le Covid, et ça nous a aussi un peu poussé à nous redemander quels sont les emplois de demain et qu'est-ce qui va servir au mieux à notre public, qui a vocation à aller trouver un emploi principalement à Bruxelles. Et on s'est dit, quelque part, toute la stratégie alimentation durable de Bruxelles Environnement et de la région, et de dire, il faut que la production alimentaire de demain se relocalise au maximum en ville, et qu'il y ait davantage de petites structures qui viennent en circularité produire à Bruxelles et dans ses environs. Donc nous, on a eu l'idée pendant le Covid et avec le chômage technique qui nous a un peu tombé dessus, même si on a essayé de travailler dans l'aide alimentaire notamment pour pouvoir continuer à former notre public. On s'est dit, il faudrait peut-être qu'on profite un peu de ces métiers-là de demain et de cet essor de l'essor économique de ce secteur pour former également, au-delà des métiers de commis de cuisine, commis de salle, sur le métier d'ouvrier de production. Et donc, étant engagé également depuis de nombreuses années dans l'alimentation durable, on est labellisé Good Food par Bruxelles Environnement. On s'est dit, on va monter un atelier de production alimentaire en économie circulaire. Et on a été plus loin, on s'est dit, OK, si on va en économie circulaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on récupère des invendus, des surplus. C'est souvent des légumes qui sont mal calibrés, ou alors des surproductions à un moment donné de l'année. Et donc on s'est dit, il faut qu'on récupère des invendus, des surplus. C'est souvent des légumes qui sont mal calibrés, ou alors des surproductions à un moment donné de l'année. Et donc on s'est dit, il faut qu'on récupère des invendus, des surplus. C'est souvent des légumes qui sont mal calibrés, ou alors des surproductions à un moment donné de l'année.
Partons sur l'idée de faire un burger végétarien, d'une part parce qu'on sait que c'est un marché sur lequel il y a beaucoup de demandes en ce moment, d'autre part parce qu'on sait qu'on va pouvoir récupérer des produits qui présentent mal, ce qu'on appelle aujourd'hui les produits déclassés, et pouvoir en faire une masse et pouvoir en faire un très joli produit finalement à partir de matières qui étaient destinées soit à être compostées, soit à être méthanisées, soit destinées à l'alimentation du bétail. Et donc, on a monté un projet dans ce sens-là. On a remis un dossier à Bicirculaire et on a eu la très bonne surprise d'être lauréat Bicirculaire l'année dernière. Voilà, ce qui nous permet aussi de continuer à se développer. Et tout ça pour dire effectivement que dans l'économie sociale, il y a aussi cet esprit entrepreneurial qui fait qu'on a envie d'aller dans des directions économiques qui font sens et qui permettent à notre public d'être formé sur les métiers qui ont de l'avenir. Voilà. Je reviens à Canel. En tout cas, les marchés publics qu'on a pour le moment, c'est vraiment sur la partie catering. Donc nous, il faut savoir que nos travailleurs, ils se forment. On a un restaurant à Scarbeck, mais le gros de l'équipe se forme sur le service traiteur et on fait des événements allant de 30 à 400 personnes. Ça peut être un simple lunch, ça peut être une journée entière avec accueil café, pause café, lunch, repose café et puis derrière un drink. Ça peut être un plat chaud le soir, ça peut être un repas chaud le soir, ça peut être un mariage, on fait également des mariages. Et donc voilà, ça c'est en tout cas actuellement le cœur d'activité pour nous qui est en lien avec les marchés publics. On a remporté plusieurs marchés publics dans les années précédentes. On a un marché public avec le BEL, on a une concession à Bruxelles Environnement pour les événements externes. Donc on fait souvent des catering de 100, 200, 300 personnes dans ce cadre-ci. Et puis récemment, la fin de l'année dernière, on a également eu un marché avec Hub Bruxelles, également pour des petits événements, allant du petit déjeuner au repas, en passant par le drink. Enfin voilà. On peut évidemment effectuer le service sur place. Et voilà. Pour le reste, moi je remplis personnellement les dossiers pour les marchés publics. Donc les retours que je peux faire, c'est clair que c'est important. Nous, on est quand même des relativement petites structures. Et surtout, notre philosophie, elle n'est pas de prendre un maximum et d'aller salarier des extras à droite à gauche pour pouvoir faire le maximum de chiffres. Ça, c'est pas notre philosophie. Nous, on a besoin d'avoir le niveau d'activité économique qui nous permette de pouvoir former nos travailleurs. Et donc, c'est vrai que longtemps, j'ai vu passer des marchés où on ne pouvait pas répondre parce que c'était trop gros. Et donc, on n'avait pas la capacité de s'engager sur ces quantités-là. Et alors, il y a deux choses qui ont un peu évolué. Déjà, à l'heure actuelle, on travaille de plus en plus à pouvoir faire, et notamment avec la SAEB, à pouvoir faire des offres groupées avec nos collègues de l'économie sociale d'insertion. Et donc pouvoir avoir accès à des marchés un peu plus importants. Et d'autre part, depuis, je dois bien dire, maintenant quelques mois, voire 2-3 ans, on a de plus en plus des cahiers des charges avec des lots. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment très bien pour nous, parce que voilà, ça nous permet de pouvoir nous positionner sur une partie du marché, alors que précédemment, on n'aurait juste pas répondu du tout à ce marché. Ça a été le cas notamment sur Bruxelles, pour lequel on a répondu récemment. On a répondu à, je crois, 2 ou 3 lots sur 5. Il y en avait un qui était réservé à l'économie sociale. Et voilà, les marchés publics, ça nous permet d'avoir une visibilité sur l'avenir, d'assurer un chiffre d'affaires. Pour vous, ça fait que vous soutenez l'économie sociale à qualité égale, il faut pas croire que on va avoir des qualités moindres, une qualité de service moindre parce qu'on est en économie sociale. Ça, c'est vraiment un point d'honneur qu'on met, c'est de
bah, c'est d'avoir le même niveau de qualité que si vous passiez via un service traiteur classique, même si évidemment, en étant dans notre gamme de produits, je veux dire, on ne fait pas non plus des choses étoilées, gastro incroyables, mais voilà, on fait des choses très correctes, très bonnes, et on veille à ce que ce soit pas une excuse d'être en économie sociale en disant ah ouais il y a eu un souci, bah désolé on est en économie sociale, non, c'est pas l'idée. Voilà, que dire d'autre sur les marchés publics? J'oublie quelque chose? Non? Bah voilà. Merci pour tous ces témoignages qui mettent vraiment en lumière le fait que vous avez des capacités d'adaptation, vous prenez des initiatives en fonction des réalités et j'espère que ça donnera des idées à tous les participants de cette journée d'aujourd'hui. Voilà, nous arrivons ainsi au terme des présentations. Merci à tous pour votre présence ici dans la salle et en ligne. Merci aux orateurs de nous avoir éclairés sur le sujet et d'avoir partagé toutes vos expériences.